Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir son Excellence Victorio Redondo Baldrich, qui est ambassadeur d'Espagne en France pour un débat que nous allons avoir, une présentation des priorités de la présidence espagnole de l'Union européenne. Vous savez qu'il est tradition que nous auditionnons dans cette commission l'ambassadeur du pays qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. On le fait un peu plus tard dans le calendrier, parce que votre présidence a commencé au début du mois de juillet, mais comme vous avez eu des élections, ça nous a paru plus à propos de décaler un petit peu cette audition. Et peut-être que vous pouvez nous dire dans la discussion un mot de contexte politique aussi sur le résultat de celle-ci. Je crois que Sa Majesté le roi Philippe a chargé M. Sanchez de former un gouvernement hier. Et donc nous serons évidemment attentifs à cela. Notre audition de ce jour, en dépit du décalage qui a eu lieu à cause des élections, tombe à pic, puisque demain et après-demain se tiennent d'abord la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement à Grenade, et puis la communauté politique européenne qui tient sa 3e édition. Et donc c'est un moment important, et au cours de ces réunions seront évidemment discutées les priorités de votre présidence: réindustrialiser l'Union européenne, progresser dans la transition écologique, la justice sociale et économique, et renforcer l'unité européenne. Ces priorités, nous les partageons largement, et elles s'inscrivent au fond dans l'agenda que certains qualifieront de souveraineté, d'autonomie stratégique ou d'indépendance. Chacun fait ce avec quoi il est à l'aise, mais au fond, ça veut dire un peu la même chose. Ça veut dire qu'on veut davantage maîtriser notre destin commun à travers ce qu'on produit, ce qu'on achète, et les différentes contraintes qui sont exercées vis-à-vis de l'Europe. Et cet agenda, cet agenda de souveraineté, nos deux pays le partagent, et ça a été réaffirmé de manière assez claire à Barcelone, en mars dernier, au moment de la signature du traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Espagne. Et je salue la présence de Stéphane Vogetta, qui est ici, qui est président du groupe d'amitié France-Espagne. Et nous étions présents tous les deux à Barcelone à cette occasion. Et la France et l'Espagne sont des partenaires de premier plan, avec des coopérations très denses dans de nombreux domaines, au service d'une ambition européenne commune. Je crois que c'est important de le réaffirmer. Au-delà de cette coopération qui lie nos deux pays, il y a des similarités entre la présidence française de l'Union européenne et la présidence espagnole. Les deux ont été marqués par un temps électoral, en France comme en Espagne. La présidence belge aussi, d'ailleurs, qui vous succédera, auront aussi à vivre des élections, comme quoi on peut mener une présidence de front et en même temps tenir des élections démocratiques. Je ne crois pas que ça gêne particulièrement les avancées européennes. Mais il y a aussi un autre phénomène que nous observons, que nous avons connu également sous présidence française, et vous connaissez également. Sous présidence française, l'Europe a été percutée par l'agression russe en Ukraine. Et votre présidence, même si c'est un conflit de nature différente, est percutée également par l'agression de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Arménie, plus particulièrement dans la région du Haut-Karabakh. Et donc là aussi, je crois que les Européens, comme nous avons su le faire au moment de la guerre en Ukraine, doivent exprimer un soutien et une solidarité claire vis-à-vis de l'Arménie. La France agit et le fait en livrant de l'aide médicale, en s'étant engagée hier à travers la voix de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna à livrer des matériels de défense, de l'armement, qui sont nécessaires pour protéger l'intégrité et la souveraineté territoriale de ce pays dont nous sommes proches. Mais comme la guerre d'agression menée par la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, je crois qu'il y a besoin d'avoir un front uni des Européens. Et dans ce conflit, il y a un agresseur et un agressé. Et je crois que les Européens doivent tenir un langage de clarté et de vérité pour bâtir un véritable appui pour une Arménie indépendante, souveraine et démocratique. Et je crois qu'il faut là aussi être capable de regarder en face ce conflit. Et j'espère que les chefs d'État et de gouvernement à Grenade pourront discuter des sanctions éventuelles contre l'Azerbaïdjan, de l'utilisation de la facilité européenne de paix pour venir en soutien de l'Arménie. En tout cas, de ne rien s'interdire, parce qu'on sent que le débat européen
autour de cette question est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été sur l'Ukraine. Et donc moi, j'aimerais que les chefs d'État et de gouvernement puissent être plus moteurs dans la résolution de ce conflit. Autre urgence du moment, et qui sera vraisemblablement débattue à Grenade, et j'en terminerai par là pour ne pas monopoliser la parole, mais c'est évidemment la question migratoire. Et l'Europe souveraine, c'est d'abord une Europe capable de maîtriser ses frontières. Et je crois que le drame de Lampedusa nous montre que nous n'y sommes pas encore et qu'il est urgent de conclure le pacte asile et immigration. Et un projet politique, et l'Union européenne en est un, n'existe pas sans des frontières qui sont claires et qui sont sûres. Et donc, sur ce point, on attend évidemment beaucoup de la présidence espagnole, parce que vous êtes un pays qui est en première ligne également, comme peuvent l'être l'Italie, comme peut l'être la Grèce et d'autres pays. On voit que pour relever le défi migratoire, nous avons besoin d'agir à 27. L'Italie l'a très bien compris. On voit le retournement de position du gouvernement italien. Et je crois que justement, il y a quelques minutes avant que vous n'entriez dans cette salle, il y a un accord qui a été trouvé, il me semble, à Bruxelles entre les ambassadeurs sur cette question migratoire. Donc ce serait intéressant de pouvoir aussi en discuter. Voilà, monsieur l'ambassadeur, en introduction, ce que je voulais vous dire. Je vous laisse immédiatement la parole. Et puis ensuite, ce sera aux collègues présents de vous interroger. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous pour votre présence et pour cette invitation à la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée. Et c'est toujours, Mesdames, Messieurs, un grand plaisir d'être ici. Et je voudrais remercier pour l'invitation. Et je suis là en tant qu'ambassadeur d'Espagne, mais aussi en tant que présidence tournante de l'Union européenne. Les deux choses, ce sont des choses remarquables, comme M. le Président l'a dit, en ce qui concerne les rapports avec la France. On a travaillé la main dans la main avec la présidence française il y a 2 années et on travaille maintenant pendant notre présidence. Les valeurs sont les mêmes, les intérêts parfois différents, mais comme présidence, je peux vous assurer que l'Espagne va faire de son mieux pour rassembler les intérêts des uns des autres. On va parler comme présidence tournante, pas comme un État-nation indépendant. C'est important de dire ça parce que c'est l'esprit de cette présidence, comme de toutes les présidences que l'Espagne a menées jusqu'à présent. Je voudrais vous parler, lors de cette audition, des priorités de la présidence espagnole, aussi des progrès réalisés jusqu'à maintenant et de 2 sommets qui auront lieu à Grenade demain et après-demain, le sommet de la communauté politique européenne et le lendemain, la réunion informelle des chefs d'État ou des gouvernements de l'Union européenne. Ces 2 réunions nous permettront de réfléchir, comme M. le Président vient de dire, sur l'avenir de l'Europe, de l'UE, dans les domaines aussi importants que la migration, l'environnement, l'autonomie stratégique ou les crises les plus récentes telles que l'Ukraine ou le Haut-Karabakh. Finalement, je vous parlerai de l'énergie, du cadre financier pluriannuel, la politique commerciale ou l'agriculture. Mesdames, Messieurs, chaque présidence a connu ce défi. L'Espagne, comme la Suède avant elle, la Tchéquie ou la France auparavant, assume sa présidence dans un moment où les circonstances actuelles récentes de l'Europe sont un peu inattendues, pourraient être inattendues il y a peu. On a accéléré certains débats qui étaient déjà sur la table, mais qui maintenant restent essentiels. Et on doit s'en occuper parce que c'est une urgence pour l'Europe, c'est une urgence pour la stabilité de notre Union européenne. Dans cet effort, depuis le 1er juillet, guidée par une volonté de faire avancer cet agenda européen, la présidence espagnole a organisé 16 réunions ministérielles informelles, 8 réunions ministérielles formelles et une réunion de l'Eurogroupe. Vous savez que maintenant, dans la première phase de la présidence, il n'y a que 2 réunions informelles. C'est après qu'on va entrer dans les réunions du Conseil formel. La devise que le gouvernement espagnol a choisie pour cette présidence est l'Europe plus proche, l'Europa más cerca. C'est un slogan sujet sans doute à plusieurs perspectives, mais l'idée que nous voulons faire passer, c'est que nous vivons un moment où le rapprochement, que ce soit humain, politique, institutionnel, est tout à fait fondamental pour assurer nos citoyens face à l'incertitude et pour porter le projet européen plus loin dans son esprit et dans sa réalité.
Je vais citer les priorités et entrer un peu dans les débats, dans toutes les idées que je peux vous proposer. D'abord, la première priorité, c'est de réindustrialiser l'Europe et de garantir ce qu'on appelle une autonomie stratégique ouverte de résilience. Celui de la réindustrialisation est un sujet qui occupe et préoccupe l'Espagne, la France, l'Europe depuis longtemps. Une bataille contre la désindustrialisation, la délocalisation et la perte de compétitivité. L'Espagne, la présidence, est consciente que l'ouverture internationale a constitué l'un des principaux leviers du progrès. Celle-ci a généré de la prospérité, mais elle a eu également des conséquences non souhaitées, comme les inégalités en raison de la concurrence sans limite ou la délocalisation. En tant que député, vous connaissez mieux qu'une personne cette problématique. Cette situation a généré une dépendance excessive, à notre avis, de l'Europe par rapport à d'autres acteurs internationaux dans des domaines essentiels. Dans cet esprit, nous cherchons à revitaliser les industries stratégiques, renforcer notre collaboration avec des pays tiers, tout en combinant l'autonomie stratégique et l'ouverture stratégique. C'est un vaste sujet qui a des implications de toutes sortes. Dans ce sens, la présidence espagnole a présenté un rapport le 15 septembre dernier. Le nom de le rapport, c'est Resilient EU 2030. Une proposition qui identifie 9 lignes d'action dans les secteurs de l'énergie, les technologies numériques, la santé, l'alimentation, etc. Cette proposition de la présidence espagnole est le fruit de la collaboration de plus de 250 experts, 80 ministères des 27 États membres. Il s'agit notamment de contourner certaines vulnérabilités et de trouver des réponses. La deuxième priorité, c'est d'avancer dans la transition écologique et dans la mise à jour environnementale. Pour la présidence espagnole, l'adaptation au changement climatique est à la fois un devoir moral et une obligation. Nous considérons qu'il est aussi une opportunité de croissance et de progrès, qui réduira la dépendance énergétique ainsi que la facture électrique et les importations des combustibles fossiles, tout en rendant les entreprises plus compétitives et en créant plus d'emplois. Par ces biais, on vise à réduire le prix de l'électricité en achevant la réforme du marché électrique, initiée pendant les présidences précédentes et en dotant de plus de stabilité le système, qui s'est révélé extrêmement instable depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. L'Espagne promouvra les dossiers liés au paquet Fit for 55 et nous soutiendrons aussi l'agenda vert. En outre, l'Espagne, comme présidence, encouragera l'application des objectifs du développement soutenable des Nations Unies. Il est question, en somme, d'une réforme du système énergétique européen capable de réduire ces vulnérabilités. La troisième priorité, on pourrait dire plus de justice sociale et économique. Tout, mesdames et messieurs, en Europe, sans oublier le dossier social. En effet, la présidence espagnole veillera à la promotion d'une justice sociale et économique, tout en combinant une économie plus compétitive avec une dimension sociale et solidaire. Pour y arriver, nous devons entamer une révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027, sur lequel je reviendrai après. Dans ce but, nous essaierons de faire progresser le plan d'action du pilier européen des droits sociaux, favorisant la participation dans la définition des questions d'emploi et social. La présidence se consacrera également à l'extension des droits des travailleurs et au soutien d'autres initiatives comme les soins sanitaires de longue durée, la protection des personnes sans abri, la création de la carte européenne pour les personnes handicapées ou la consolidation de la réglementation concernant le revenu minimum. Je voudrais faire une petite note en ce qui concerne les personnes âgées. La conférence de haut niveau sur le vieillissement qui a eu lieu à Lugo le 7 et 8 septembre dernier a renforcé l'attention prêtée aux questions liées à la démographie et plus particulièrement au vieillissement, avec les défis et les opportunités qu'il comporte dans le cadre de l'Union. Il s'agit d'un dossier très important, très sensible pour l'avenir de nos sociétés, qui se trouve parmi les plus vieillissantes du monde. La conférence a salué la proposition du Comité économique et social européen de promouvoir une stratégie européenne pour les personnes âgées.
Comme continuation à ces travaux, le comité envisage d'organiser un événement de suivi à Madrid fin novembre. La présidence espagnole visera également à renforcer l'Europe de la santé, en promouvant les soins primaires et les traitements chroniques à l'échelle européenne, ainsi qu'encourageant le débat sur la santé mentale, qui est souvent oublié dans l'Union, sans oublier aussi la santé animale et environnementale. La présidence espagnole mettra aussi l'accent sur la cohésion territoriale, en particulier les problèmes liés au dépeuplement. Finalement, la quatrième priorité de notre présidence est plus générale, mais aussi essentielle. On pourrait dire le renforcement de l'unité européenne dans tous les domaines. Monsieur le Président, pour faire face au contexte que nous vivons aujourd'hui, l'Europe doit renforcer son unité. Dans ce contexte, nous reconnaissons l'importance de la communauté politique européenne, dont vous venez de faire mention. Et, comme vous avez dit, le 3e sommet aura lieu à Grenade demain à Grenade, c'est-à-dire un jour avant le Conseil informel européen. Nous reconnaissons la valeur de cette initiative française, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Nous travaillerons également pour la protection de l'État de droit et le renforcement des fondements de la démocratie. Nous essayerons de compléter le pacte de migration et asile, dont je parlais à l'instant, et de renforcer l'espace de liberté, de sécurité et de justice, tant dans la dimension intérieure qu'extérieure. Nous travaillerons aussi pour la promotion d'une Europe des citoyens et dans l'élargissement de leurs moyens de participation. D'un point de vue plus technique, l'Espagne préconisera aussi un approfondissement du marché intérieur, la culmination de l'union bancaire et le développement d'un agenda de finances soutenable. Également, nous travaillerons pour la consolidation des instruments communs comme le fonds Next Generation EU. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, jusqu'ici les priorités affichées de cette présidence, mais j'aimerais parler sur ce qui a été déjà réalisé et ce qui est en cours de réalisation ces 3 mois de présidence. Avant de parler des résultats, je voudrais souligner qu'un des objectifs de la présidence espagnole est de fermer et de faire avancer, et si possible clore, autant de dossiers législatifs que possible avant les élections du Parlement européen de juin 2024. Pour y parvenir, nous avons déjà organisé 25 trilogues et plus de 280 réunions de groupes de travail afin d'avancer dans les discussions sur les 10 dossiers. Je vais vous parler de quelques-uns des grands dossiers sur la table. L'Ukraine. Il faut rappeler que le premier jour de la présidence espagnole, le président du gouvernement Pedro Sánchez s'est rendu à Kiev pour exprimer le soutien européen à l'Ukraine. Notre soutien a plusieurs volets. D'abord, sanctions. Dans ces 3 mois de présidence, l'UE a prolongé les sanctions contre la Russie pour un autre semestre. En ce qui concerne l'industrie de défense, la présidence du Conseil est parvenue, le 7 juillet, à un accord provisoire avec les représentants du Parlement européen sur l'action de soutien à la production de munitions, ASAP. Le règlement approuvé permettra de mobiliser d'urgence 500 millions d'euros provenant du budget de l'Union européenne pour augmenter la production de missiles, de munitions sol-sol et de munitions d'artillerie. De même, le 27 juin, les co-législateurs sont parvenus à un accord politique sur l'industrie européenne de la défense au moyen d'acquisitions conjointes, et DIRPA. C'est un fonds destiné à encourager l'achat conjoint de matériel de défense urgent et critique. Troisièmement, il y a eu une prolongation de la protection temporaire pour les personnes qui ont fui l'Ukraine après le début de la guerre. Ce mécanisme a été prolongé jusqu'au 4 mars 2025. La mesure vise à apporter sécurité et soutien à plus de 4,1 millions de personnes bénéficiant d'une protection dans toute l'Union européenne. Finalement, la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a eu lieu à Kiev le 2 octobre, il y a 2 jours, peut être qualifiée comme historique pour plusieurs raisons. C'est la première fois, et vous le savez bien, que le Conseil se réunit en dehors de l'Union européenne, et aussi, c'est aussi la première fois que le Conseil des ministres des Affaires étrangères a lieu dans un pays candidat et en guerre. En se rendant à Kiev, les ministres des Affaires étrangères et de l'Union européenne ont adressé un message fort de solidarité
et de soutien à l'Ukraine face à cette guerre injuste et légitime. Je voudrais vous citer aussi le sommet Union européenne-CELAC avec l'Amérique latine. L'Amérique latine et les Caraïbes constituent une région géopolitique cruciale pour l'Union européenne car nous partageons des valeurs et des intérêts fondamentaux. La relance de ces relations est mutuellement bénéfique. L'Espagne cherche à consolider un agenda pour l'avenir, basé à la fois sur des domaines d'intérêt commun et sur un soutien mutuel des priorités stratégiques moyennant la coopération et un dialogue structuré et permanent. C'est l'approche adoptée lors du sommet de l'Union européenne-Amérique latine qui eut lieu le 17 et le 18 juillet à Bruxelles, qui présente un changement qualitatif dans la politique étrangère de l'Union européenne envers cette région, ainsi que le renouvellement de l'association stratégique et de l'agenda bilatéral. Ce sommet nous a permis aussi d'établir les bases de l'intégration économique. Les États membres de l'UE ont annoncé dans le cadre de l'agenda d'investissement de l'initiative Global Gateway un programme d'investissement commun de 45 milliards d'euros jusqu'à 2027, avec de plus de 135 projets d'investissement public-privé, dont l'Espagne a engagé 9,4 milliards d'euros. Les États participants ont convenu d'organiser des sommets tous les 2 ans pour la première fois, et la Colombie accueillera le 4e sommet en 2025, ainsi qu'il y aura des réunions ministérielles chaque année des affaires étrangères, des ministres des Affaires étrangères, pour promouvoir des engagements communs. Il s'agit aussi de créer un mécanisme de coordination consultative qui a été établi pour assurer la continuité et le suivi entre sommets. La déclaration finale signée par tous les États, sauf le Nicaragua, couvre les principaux aspects du partenariat stratégique. Nous avons réaffirmé également notre engagement commun dans la lutte contre la discrimination et contre la violence envers les femmes. La déclaration mentionne la profonde préoccupation pour la guerre en cours contre l'Ukraine et en même temps fait aussi une évaluation positive sur la renégociation de l'accord UE-Chili et de l'accord UE-Mexique et prend note des travaux en cours entre l'Union européenne et le Mercosur, dont je parlerai un peu plus tard. Une brève mention sur le Niger. Dans la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères qui eut lieu à Tolède les 30 et le 31 août, les ministres ont réitéré aussi leur ferme condamnation du coup d'État et ont appelé à la libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille et le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts diplomatiques de la CEDEAO pour amener le Niger à la légalité constitutionnelle et ils ont réitéré leur décision de suspendre l'aide à la coopération avec ces pays, sauf dans le cas humanitaire. Toutefois, l'aide humanitaire sera maintenue pour alléger la situation de la population du Niger, deuxième pays le plus pauvre du monde. L'approche diplomatique visant à trouver une solution relève des solutions africaines aux problèmes africains, selon a indiqué le haut représentant Borrell. Sur les accords de libre-échange, il y a eu, comme vous savez, un nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le 20 juillet 2023, le Conseil a donné le feu vert à la signature et l'application provisoire de l'accord de partenariat en tant que nouveau cadre juridique pour les 20 prochaines années, succédant à l'accord de Cotonou. Le nouvel accord sera officiellement signé dans les mois à venir. Cela dit, si on parle de grands rendez-vous, le premier et le plus proche, c'est le sommet de Grenade de demain, le 3e sommet de la communauté politique européenne et le Conseil informel sur l'autonomie stratégique ouverte. En ce qui concerne la communauté politique européenne, 47 chefs d'État et de gouvernement sont invités à y participer. Ils sont également invités le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le président du Parlement européen. Ce sommet aura le même format que ceux de Prague, de Moldavie, autour de 4 grandes tables rondes. La première sur le numérique et l'intelligence artificielle. La deuxième table sur les problèmes de l'énergie, l'environnement, la transition verte et la lutte contre les changements climatiques. Et la troisième et la quatrième, les 2 tables rondes traiteront le multilatéralisme, la sécurité et les affaires
géostratégique. Les débats porteront sur la manière de promouvoir une Europe plus résiliente, plus prospère et plus géostratégique. En ce qui concerne le Conseil européen informel, ensuite, le 5 octobre, et les sujets à aborder, c'est l'Ukraine, bien sûr, l'élargissement et l'avenir de l'Union européenne et la migration. En ce qui concerne l'Ukraine, nous continuerons à soutenir l'Ukraine et son peuple aussi longtemps qu'il le faudra. Sur l'élargissement de l'Union européenne, nous attendons le rapport de la Commission sur les pays candidats. L'objectif est d'impulser les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur l'élargissement sous une perspective réaliste pour les pays candidats. Tout en gardant à l'esprit aussi, bien sûr, les Balkans occidentaux, dont l'importance géopolitique pour la cohésion de notre Europe est énorme, dans un moment compliqué vu les derniers événements. L'élargissement, mesdames, messieurs, est lié au futur de l'Europe. Dans ce cadre, nous avons accueilli le 28 et 29 septembre à Murcia la réunion informelle ministérielle des Affaires générales et de la politique de cohésion concernant la préparation de ce Conseil européen à Grenade. Qu'est-ce que cela veut dire? Notamment, on a parlé à Murcia sur l'impact de l'élargissement sur les politiques de l'Union européenne. On a parlé du concept d'intégration progressive. Et on a abordé aussi les questions institutionnelles qui doivent être réformées pour faire face au futur élargissement. Ce débat fera partie d'un autre plus large, bien sûr, qui portera sur la dynamisation des processus de prise de décision de l'Union européenne et sa capacité de réponse face à des crises futures. Dans ce cadre, on aura l'opportunité de discuter les diverses réflexions informelles qui ont nourri le débat, comme la réflexion du groupe franco-allemand et aussi la réflexion du document de la réunion ministérielle informelle des Affaires générales du 28 septembre. L'Union européenne, messieurs, mesdames les députés, doit être capable d'agir plus rapidement et d'être un acteur mondial efficace. L'élargissement et le renouvellement du fonctionnement européen vont de pair. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On doit travailler ensemble. Un autre sujet important, vous l'avez mentionné aussi, c'est la migration et l'asile. La situation à Lampedusa, ainsi que dans d'autres routes, rappelle clairement la nécessité d'un cadre juridique plus solide sur ce sujet. Les positions des États membres sont souvent diverses et parfois controversées. Mais c'est à nous, comme présidence, comme avant la présidence suédoise, la présidence française, de travailler pour rapprocher ces positions et trouver des accords. On va le faire. Il s'agit de trouver en somme un point d'équilibre dans l'ensemble de la politique migratoire de l'Union européenne. On travaille sur deux plans différents. Le plan intérieur, qui cherche à établir un dispositif légal de gestion migratoire et frontalière sur la prémisse d'un fonctionnement adéquat du système commun européen d'asile. Et on travaille aussi sur le plan extérieur, qui relève de la politique extérieure de l'Union européenne et qui vise le contrôle des flux migratoires et la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit. La dimension intérieure cherche l'équilibre entre deux principes, la responsabilité, surtout la responsabilité des pays avec frontières extérieures, et la solidarité. On ne peut pas faire une politique commune d'immigration sans ces deux principes. Il y a une feuille de route qui a été accordée au Parlement européen et les différentes présidences afin d'atteindre le pacte avant la fin de cette législature européenne. Tout c'est sur trois piliers législatifs. Le règlement de gestion de l'asile et de la migration, qui consacre un mécanisme de solidarité obligatoire, stable et prédictible. Le règlement de la procédure d'asile, qui enferme la question épineuse de la procédure obligatoire à la frontière et le concept de pays tiers sûr. Et le règlement des crises, qui est encore en discussion au Conseil, mais avec une majorité d'États favorable à son approbation. Sur la dimension extérieure, des progrès ont été réalisés compte tenu du plus grand consensus existant, grâce à une approche axée sur le volet opérationnel, à une augmentation de la diplomatie communautaire en matière de migration. Visites et mémorandums avec les pays d'origine, comme par exemple celui qui a été signé avec la Tunisie.
Sur la réforme Schengen, un petit mot. La considération de Schengen en tant qu'espace de liberté de mouvement doit être promue. À ce propos, la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures devrait représenter un mécanisme de dernier recours dû à des circonstances exceptionnelles. Dans ce domaine, le Code de frontières Schengen est un instrument clé pour assurer la liberté des mouvements qui va au-delà du volet migratoire, centré sur le mouvement secondaire. La présidence se félicite de l'intégration complète de la Croatie à l'espace Schengen et elle soutiendra l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie aussitôt que possible. Monsieur le Président, brièvement sur l'énergie, évidemment c'est un sujet essentiel. Il y a 3 priorités: achever une énergie sûre, durable et abordable, la déclination énergétique du principe de l'autonomie stratégique ouverte et la décarbonisation de l'économie. Pour le premier point, nous souhaitons garantir une énergie sûre qui s'appuie sur 3 principes. Promouvoir l'investissement dans les énergies renouvelables, garantir l'approvisionnement, stockage, gestion de la demande, marché des capacités, et orienter les prix de l'électricité vers la moyenne des coûts de production. En ce qui concerne l'autonomie stratégique ouverte, nous ne pouvons pas remplacer une dépendance, celle du pétrole et du gaz, par d'autres matières premières critiques pour la transition énergétique telles que le nickel, le lithium, le cobalt. Là-dessus, selon l'orientation générale établie le 30 juin, nous voulons clôturer avant la fin de l'année la Critical Raw Materials Act, un règlement sur les matières premières critiques. Quant à la décarbonisation, nous envisageons d'achever dans notre présidence les paquets hydrogène et gaz, directives et règlements, qui fait partie du paquet Fit for 55, qui représente le fondement du développement de l'hydrogène et le rôle du gaz naturel dans l'économie européenne pour la prochaine décennie. En ce qui concerne la gouvernance et les cadres financiers pluriannuels, Monsieur le Président, c'est un sujet très technique, je vais l'élaborer dans les grandes lignes de débat. Dans le domaine économique, l'Espagne souhaite, la présidence espagnole, souhaite poursuivre les travaux qui ont pour but une gouvernance économique et financière mieux adaptée aux besoins des États membres et un renforcement des liens commerciaux avec des partenaires stratégiques, l'Amérique latine, etc. Les dossiers européens en cours de discussion définiront le cadre économique et budgétaire de l'Union européenne au cours des 10 prochaines années. Quels sont ces dossiers? D'abord, la gouvernance économique. La révision du pacte de stabilité et de croissance est déjà bien entamée. Le mandat établit qu'un accord doit prendre place avant la fin de l'année 2023. Il est donc fondamental d'aboutir à un accord sur la réforme de la gouvernance économique de l'Union européenne pour obtenir un mécanisme d'évaluation de l'endettement des États membres plus simple, plus transparent et plus efficace. Il est important aussi de rendre compatibles 2 éléments essentiels de la stratégie européenne. Aborder les réformes nécessaires pour aboutir à un niveau d'endettement public soutenable et aussi garantir une marge fiscale suffisante qui leur permettra de financer les investissements incontournables dans la stratégie de transition énergétique et de souveraineté industrielle de l'Union européenne. La révision de la gouvernance économique est un dossier central de notre présidence du Conseil européen. La présidence espagnole travaille aussi sans relâche afin d'obtenir un accord dans ce dossier dans les meilleurs délais. Il y a aussi un autre dossier, c'est la revue à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette revue du budget de l'Union européenne est nécessaire pour aborder les dossiers de transformation industrielle, énergétique et numérique, qui font partie des objectifs prioritaires de l'Union européenne. La Commission européenne a transformé sa proposition initiale d'un fonds de souveraineté par un nouveau instrument nommé STEP, Strategic Technologies European Platform, qui bénéficierait de 10 000 millions d'euros. Le but essentiel de cette capacité financière serait de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne et de réduire sa dépendance externe dans des domaines cruciaux. Le Conseil discutera la promotion de projets européens dans le domaine des batteries, de l'hydrogène, des semi-conducteurs et des matières premières rares. Il y a d'autres sujets, je ne veux pas me prolonger et entrer dans des détails, le nouveau cadre de ressources propres à l'Union européenne,
la politique de concurrence et contrôle des aides d'État, etc. En ce qui concerne la politique commerciale, un petit mot, la présidence espagnole du Conseil souhaite dynamiser les discussions pour l'adoption des traités de libre-échange en cours de discussion, notamment avec l'Australie et l'Inde, et trouver des solutions définitives aux différends avec les États-Unis. Mais c'est avec nos partenaires de l'Amérique latine que l'Espagne souhaite accélérer, si possible, les dossiers en cours. L'approfondissement des relations avec l'Amérique latine doit être un objectif stratégique, comme je vous ai dit avant, des premiers ordres. Nous souhaitons ainsi compléter les démarches de signature et la ratification de nouveaux textes de modernisation des accords d'association avec le Mexique et le Chili. L'accord avec le Chili va bien, avec le Mexique, il reste encore quelques travail à faire. Quant à Mercosur, je voudrais faire une mention spéciale. La Commission européenne avait présenté aux pays concernés en avril 2023 un instrument conjoint additionnel qui vise à renforcer les engagements de tous les signataires en matière de l'environnement. Ce document détaille les engagements en matière de lutte contre la déforestation, des droits des travailleurs et de l'accord de Paris. Mercosur a réagi à cette proposition en présentant ses commentaires sur le texte que le 15 septembre dernier. C'est-à-dire, on a déjà des commentaires de sa part. Cette semaine, à partir du 2 octobre, une nouvelle ronde de négociations aura lieu à Brasilia entre la Commission européenne et Mercosur afin d'avancer dans la conclusion d'un accord sur l'instrument conjoint additionnel. On doit tenir compte des risques de ne pas ratifier l'accord. Je comprends bien toutes les sensibilités, on les comprend bien en Espagne, et la présidence agit comme présidence de tous les États membres. Mais Mercosur est un marché où les entreprises européennes doivent être présentes. L'accord devra nous permettre également de diversifier les sources d'approvisionnement de matières très significatives. Du point de vue environnemental, la non-signature et la non-ratification d'un accord tel que le Mercosur augmenteront les risques en raison de la réduction des incitations politiques et économiques pour les pays Mercosur. L'accord devra aussi servir pour renforcer les engagements des parties en matière de durabilité selon les normes de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Par contre, la non-ratification et le renforcement consécutif de la présence des concurrents globaux dans la région pourraient constituer un risque plus important pour la protection de l'environnement et signifieront sans aucun doute la perte d'influence et de présence dans l'UE. Mesdames, Messieurs, il y a d'autres points sur l'agriculture, mais je ne veux pas prendre plus de temps pour cette présentation. Si vous voulez, on peut rentrer dans d'autres points pendant la discussion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette présentation extrêmement exhaustive. Et on vient tout de suite aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Brigitte Klinkert pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Voilà, eh bien c'est parfait. Monsieur le Président, merci. Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie pour votre présentation des priorités qui sont des priorités fortes de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence, ça a été dit par vous-même et par le président Anglade, arrive à un moment où l'Europe est confrontée à des défis très complexes. La guerre en Ukraine, l'agression de l'Azerbaïdjan en Arménie, l'immigration, qui est un immense défi, la lutte contre le changement climatique, la réindustrialisation de notre continent aussi importante, sans oublier, et c'est peut-être cela encore le plus important, la promotion de nos valeurs fondamentales. Alors ces priorités, qui sont celles de la présidence espagnole, reflètent aussi l'engagement de votre pays envers une Europe plus forte, une Europe plus résiliente et plus unie, sous le symbole du slogan « Une Europe plus proche », qui est un slogan hautement symbolique à moins d'un an des élections européennes. Ma question portera sur la transition écologique, qui est l'une de vos priorités majeures. Évidemment, pour les Européens, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement
ne revêtent pas seulement un caractère d'obligation légale, et je dirais d'obligation éthique, mais aussi une opportunité majeure. Ainsi, la réussite de cette transition écologique va permettre de réduire substantiellement notre dépendance énergétique et en matières premières. Notre objectif, et vous l'avez évoqué, Monsieur l'ambassadeur, est de réaliser des économies significatives en matière d'électricité, de renforcer aussi la compétitivité de nos entreprises et de générer la création d'emplois au cours de la prochaine décennie. Alors, dans ce contexte, Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous dire quels sont les projets que l'Espagne souhaite promouvoir concrètement pour garantir que l'Europe atteigne ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique et aussi de promotion des énergies renouvelables? Enfin, j'en profite, Monsieur l'ambassadeur, pour souhaiter à l'Espagne, qui accueillera demain le 3e sommet de la communauté politique européenne à Grenade, plein succès pour cet événement de haute importance pour notre continent. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le groupe Rassemblement National pour 3 minutes. Ton micro, Brigitte. Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, du 1er juillet au 31 décembre 2023, l'Espagne assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dans un contexte qui est marqué par la situation inflationniste qui touche de nombreux Européens, comme en France. Le contexte européen est également marqué par une recrudescence de l'immigration illégale, comme nous avons pu le constater et vous l'avez évoqué à Lampedusa. Dans ce programme pour la présidence tournante de l'Union européenne, l'Espagne assure vouloir encourager la réforme du marché européen de l'électricité. Pourtant, dans une période marquée par une forte augmentation de son prix en Europe, d'autres mesures et des mesures de fond doivent être prises. Selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique, c'est une augmentation de plus de 2% en France, 4% en Italie, 19% en Espagne et même 30% en Suède. La soumission de nos prix de l'électricité au marché européen a des répercussions qui sont directes sur le quotidien de nos compatriotes. Et les élus du Rassemblement national resteront aux côtés des concitoyens qui sont les premiers impactés par cette politique désastreuse et nous continuerons de demander la sortie de la France du marché européen de l'électricité. Alors ma première question est la suivante, Excellence. Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler la volonté de l'Espagne d'encourager une réforme du marché européen de l'électricité et surtout à quelles conditions, s'il vous plaît? Et également, sur le sujet migratoire, l'Espagne, elle aussi, a été touchée par l'immigration illégale très importante en 2022 dans l'enclave espagnole de Ceuta, où le désordre sécuritaire est très important dans cette porte d'entrée de l'Europe en Afrique. Comme l'avait très justement rappelé Jordan Bardella il y a un an, le chaos migratoire peut être le futur de l'Europe. Nous en voyons aujourd'hui les résultats qui sont désastreux, où plusieurs milliers de personnes sont arrivées illégalement dans les semaines passées à Lampedusa. L'Union européenne doit laisser le choix aux États membres pour décider librement s'ils souhaitent accepter des clandestins sur leur territoire ou non. Dans un contexte de submersion migratoire que connaît l'Europe, excellent, je souhaiterais connaître les propositions et les objectifs de l'Espagne durant cette présidence en matière migratoire et s'il vous plaît des détails par rapport à votre position sur le pacte des migrations. Muchas gracias. Merci beaucoup. La parole est au groupe des Républicains, Monsieur Settlinger, 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présence devant notre commission. Mes chers collègues, parmi les priorités de la présidence espagnole du Conseil, vous l'avez dit, Monsieur l'Ambassadeur, figure la réindustrialisation de l'Union européenne. Or, depuis quelques années, notre pays, ainsi que la plupart des pays européens, sont confrontés à une pénurie de médicaments toujours plus importante. Ces pénuries touchent aujourd'hui non plus seulement quelques molécules, mais des molécules très utilisées aujourd'hui sont concernées. Dans ce contexte, Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que la présidence espagnole va pousser ce dossier afin qu'on trouve une solution européenne face à ces pénuries massives de médicaments? Deuxième sujet que j'aurais aimé aborder, sujet que le président a également mentionné en introduction, c'est l'immigration. Parce que, comme ça a été dit, chaque jour, des milliers de migrants arrivent dans l'Union européenne, notamment par l'Italie. Cet afflux massif de migrants pose d'innombrables défis à notre continent. Et si la situation ne change pas rapidement, l'Union européenne risque d'être engluée dans cette crise migratoire, ce qui pourrait mener à des graves conflits entre nos États. Il y a donc urgence pour que les demandes d'asile soient effectuées à l'extérieur de notre territoire, et ce pour éviter que des personnes viennent sur notre territoire, se voient refuser l'asile et ne puissent pas être expulsées ensuite. Donc, dans ce contexte, la présidence espagnole du Conseil va-t-elle pousser pour que l'Union européenne adopte enfin une position ferme sur les demandes d'asile? Troisième et dernier sujet que j'aurais souhaité aborder, c'est l'agriculture
et notamment l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, puisque nos agriculteurs sont inquiets. Ils ne comprennent pas que l'on fasse entrer dans notre Union européenne des produits qui ne sont pas aux mêmes normes. Cet accord relève d'une sorte de concurrence complètement déloyale du fait de législations différentes. En plus, cet accord risque évidemment de dégrader la situation climatique et d'accélérer la déforestation, puisqu'on sait qu'en Amérique latine, pour produire 1 kilo de bœuf, le bilan carbone est 3 fois supérieur à celui de l'Europe. Et donc, il est logique de demander à nos agriculteurs de tenir des obligations de verdissement qu'on n'impose pas outre-Atlantique et d'imposer en Europe des quotas carbone qui sont, encore une fois, inexistants en Amérique du Sud. Dans ces circonstances, est-ce que la présidence espagnole entend travailler à préserver nos exploitations, à préserver nos emplois, à préserver notre modèle de production espagnol, français et européen dans son ensemble? Merci d'avance, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR et pour 3 minutes. Oui, merci. Bon, je vais passer sur certaines questions puisqu'elles ont été abordées par d'autres, mais je pensais plus particulièrement à une question sur votre volonté de tout mettre en œuvre pour que les États membres respectent la législation européenne dans certains domaines. Je pourrais citer la pêche, où on assiste à des abus réguliers avec des conséquences pour nos pêcheurs. Je pourrais citer l'utilisation de pesticides chimiques. On voit même des agriculteurs de chez nous, je ne cite pas la région, traverser la frontière pour acheter des produits dans un pays membre de l'Union européenne. On pourrait citer la question des travailleurs saisonniers avec des conditions lamentables que l'on trouve dans des zones entières. Et il y a aussi, par rapport à ça, des exigences européennes qui ne sont pas tenues. C'est un véritable scandale ce qui se passe. C'est une forme d'esclavage avec des prestataires de services qui relèvent de la mafia et qui envoient dans des zones viticoles notamment des salariés dans des hangars sans conditions d'hygiène, avec une très mauvaise alimentation. Je crois que par rapport à ça, il faut une réaction forte. Maintenant, sur le Mercosur, il y a un problème, le Mercosur. Vous semblez, effectivement, beaucoup de pays européens sont, et c'est votre cas, j'ai cru comprendre, sont très favorables au Mercosur. Mais on sait bien que, quel que soit le contenu de ce qui peut être signé, notamment en termes de clauses miroirs, la réalité, c'est que les contrôles ne se font pas. On dit qu'il y aurait des normes environnementales, des normes sanitaires, voire, c'est plus compliqué, des normes sociales, mais vous comprenez bien, si ça continue comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il y a 7 à 8% seulement des produits importés qui sont contrôlés aux frontières de l'Europe, et que même dans ces 7 ou 8%, on découvre 17 à 20% de non-respect des normes, c'est un véritable problème de s'engager sur cette voie, avec les conséquences que ça aura pour nos agriculteurs. Voilà l'objet des réticences. On est d'accord pour qu'il y ait de la coopération, mais que la coopération elle tienne compte des enjeux environnementaux, et que la coopération, elle soit juste, elle soit équilibrée, et que ça ne crée pas une distorsion de concurrence, et que ça tire vers le bas notre agriculture. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'en reste là. Merci beaucoup. C'est très rare, monsieur l'ambassadeur, de voir André Chassaigne rendre 50 secondes à la commission. C'est énorme. Je donne tout de suite la parole à Stéphane Vogetta pour 2 minutes, président du groupe d'amitié. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots en espagnol, si vous me permettez, querido embajador. Deseo la bienvenida aquí. En nombre, por supuesto, de mis compañeros, pero en nombre en particular del Grupo de Amistad Franco-Española. Está usted aquí en su casa, en Francia, en Paris et en l'Assemblée nationale. Donc, je souhaite la bienvenue à l'ambassadeur espagnol, à l'Assemblée nationale, au nom du groupe d'amitié franco-espagnol. Comme vous le savez, vous êtes le bienvenu en France, tout comme le sont les 300 000 Espagnols qui résident dans notre pays, et d'ailleurs comme le sont les 100 000 Français qui résident en Espagne, et dont j'ai la chance de faire partie depuis une vingtaine d'années. Et je mesure donc au quotidien l'affection, le respect mutuel et le soutien entre nos deux pays qui sont voisins, qui sont alliés et qui sont devenus amis, très amis. Cette amitié a été marquée par plusieurs sommets au cours des dernières années. Le sommet de Montauban en avril 21, qui a notamment abouti sur la reconnaissance de la double nationalité pour les citoyens français qui désiraient acquérir la citoyenneté espagnole.
Puis évidemment, le sommet de Barcelone, le 19 janvier dernier, qui a permis à nos deux gouvernements de signer le traité d'amitié franco-espagnol, qui a donc posé les bases d'une coopération encore plus intense dans les années à venir sur des sujets aussi variés que l'éducation, la culture, la sécurité intérieure, la défense, l'énergie et j'en passe. Moi, je voulais vous poser en particulier une question d'actualité pour la relation franco-espagnole, mais au sens large pour l'Europe, c'est la question des infrastructures énergétiques, en particulier l'infrastructure de transport d'hydrogène. La présidence espagnole de l'Union européenne sera-t-elle l'occasion de boucler le dossier du gazoduc Barcelone-Marseille, H2Med, et notamment d'en définir plus précisément les contours du financement, la participation éventuelle de l'Allemagne et de l'Europe à cette infrastructure franco-espagnole, mais également la définition de l'hydrogène, du type d'hydrogène, de la couleur d'hydrogène qui pourra être transportée par cette infrastructure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il reste 2 questions, monsieur l'ambassadeur. Je vous propose de les prendre, comme ça vous pourrez répondre de manière groupée, en commençant par Charles Sissenstuhl pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci, monsieur le président. Monsieur l'ambassadeur, j'aurais aimé vous entendre un peu plus en détail sur 2 points. Le premier, il a déjà été évoqué à plusieurs reprises, mais je pense que nous voulons vous faire passer un message sur l'agriculture. Voilà, moi je suis élu d'une circonscription historiquement maraîchère, beaucoup de fruits et de légumes. J'ai aussi mené une mission en début d'année sur le sujet de l'agriculture européenne, et c'est vrai qu'est revenu à plusieurs reprises dans les discussions le fait que l'Espagne serait, je le mets au conditionnel et vous apporterez les réponses, un pays qui pratique la concurrence déloyale, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Donc je pense que c'est bien que nous en discutions et que nous puissions avoir cet échange. Et je tenais à faire passer le message aussi à votre gouvernement qu'il faut absolument qu'on puisse régler ce problème, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons affaiblir la politique agricole commune. Parce que nos agriculteurs ont le sentiment que nous avons une politique au niveau européen qui fonctionne, mais qu'il peut y avoir sur certaines productions, et notamment certaines productions de fruits et légumes, de la concurrence déloyale qui s'organise, et André Chassaigne a notamment dit un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez nous élaborer un peu là-dessus. Sur le Mercosur également, vraiment vous passez le message que les voyants sont beaucoup moins allumés qu'ils ne peuvent l'être en Espagne, voilà, du côté français, y compris du côté de la majorité. Et vous savez que notamment le président de la République, depuis maintenant plusieurs années, je crois de mémoire, ça a été en 2018, lorsque l'Argentine avait la présidence du G20, a très clairement dit que nous serions très 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 prudents et que nous n'étions pas pressés à ce qu'il y ait la conclusion d'un accord avec le Mercosur, que ce soit pour des sujets écologiques ou sociaux. Dernier sujet sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez peut-être aussi approfondir, c'est quelle est la vision espagnole de la série des coups d'État qui ont lieu en Afrique aujourd'hui, parce que comme la France, l'Espagne est un pays géographiquement très proche de l'Afrique. Donc quelle est votre lecture des putschs qui ont lieu depuis l'été en Afrique subsaharienne ? Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues. Moi, je souhaitais aborder la question de l'élargissement. Ce n'est pas directement une de vos priorités, mais vous parlez d'unité, de la priorité de maintenir l'unité dans l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué ma collègue Brigitte Klinkert, étant donné que demain va se tenir le prochain sommet de la communauté politique européenne et que des discussions auront certainement lieu sur ce sujet qui sera vraisemblablement un des thèmes principaux de la future campagne des européennes. Je voulais savoir quelle était la position de l'Espagne vis-à-vis de l'élargissement, et notamment à l'Ukraine et à la Moldavie. Est-ce qu'ils considèrent que des réformes sont nécessaires avant toute chose et surtout ne pas faire concurrence aux pays des Balkans occidentaux qui, eux, sont déjà engagés depuis longtemps dans le processus? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question de Pascal Boyer pour le groupe Renaissance. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. La souveraineté énergétique de l'Europe fait partie des priorités de tous les membres de l'UE et de la présidence espagnole. La réforme du marché de l'électricité permettra de protéger les concitoyens, les entreprises et les collectivités territoriales. Elle permettra également à nos entreprises de gagner en compétitivité en les protégeant de la volatilité des prix due en grande partie à la forte dépendance des énergies fossiles.
Enfin, cette réforme de l'électricité permettra de verdir nos moyens de production de notre électricité et donc d'atteindre les objectifs que s'est fixé l'Union concernant les émissions de gaz à effet de serre et la protection de notre biodiversité. Les contrats à long terme, les contrats entre producteurs et consommateurs, les PPA et les contrats pour différence permettront de protéger les consommateurs de la volatilité des prix, mais ils permettront aussi aux producteurs et consommateurs d'avoir une vision à long terme et rassureront sur les capacités d'investissement de nos entreprises. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur l'ambassadeur, quelle est la position de la présidence sur la définition des prix au mégawatt des contrats à long terme? Seront-ils fixés sur les coûts de production? Quelles seront les garanties pour que les producteurs soient empêchés de vendre leur production sur le marché spot en cas de nouvelle crise énergétique? Et quelles seront les garanties pour les empêcher de rompre les contrats long terme passés avec leurs clients? Ainsi que la définition des seuils qui permettront aux États membres de déclencher l'état de crise pour mettre en place les moyens pour protéger leurs concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez répondre. Merci pour les questions. Je ne suis qu'un ambassadeur, je ne suis pas un expert pour parler de tous les sujets en détail, mais je vais essayer d'être capable au moins de vous transmettre les idées les plus générales de cette présidence. Et d'abord, Monsieur le Président, vous avez parlé de Nagorno-Karabakh et la situation d'Arménie. Évidemment, nous, en tant que présidence, nous nous sentons proches de tous les peuples, n'importe quel est le nom, la circonstance qui subissent une situation de détresse. Et évidemment, la crise Nagorno-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est une crise qui nous frappe de très proche. Nous savons et connaissons bien et la sensibilité aussi de la France dans ce conflit. Et nous attendons avec espoir que le processus dit de Bruxelles, géré par Monsieur le Président du Conseil, puisse aboutir à quelques résultats dans cette situation difficile à gérer. Évidemment, l'Europe ne peut pas simplement regarder les grands conflits en Ukraine et laisser de côté d'autres conflits, aussi avec des situations pénibles pour la population. L'occasion de demain de la réunion de la communauté politique européenne à Grenade pourrait, je ne sais pas, je ne peux pas avancer, pourrait nous offrir la possibilité de quelques échanges. Mais c'est à Charles Michel, au président du Conseil, de prendre le leadership de n'importe quelle négociation, réunion ou déclaration. Évidemment, la présidence espagnole va accompagner ce processus de toute notre force et en partageant les valeurs essentielles de ne laisser personne de côté, aucun peuple de côté dans une situation difficile, pénible comme celle de Nagorno-Karabakh. Et on va faciliter évidemment l'accord entre les deux parties. Et cette idée de facilitation qui est à la base des objectifs du président du Conseil. On va soutenir ça de toute notre force. Bien. Et sur la première question, c'est la transition écologique. Vous avez parlé de valeurs. C'est évident, Madame, que la députée, que parfois, quand on fait une présentation comme celle-ci, tout le monde nous donne des données pour éviter d'être pris dans une situation de ne savoir rien dire sur un problème technique. Et parfois, on laisse un peu de côté les grandes valeurs qui sont à la base de notre Europe. Et c'est important de dire ça, évidemment. L'Europe, ce sont les valeurs que nous partageons. Les valeurs de la démocratie, de l'état de droit, du débat intérieur, de la compréhension des sensibilités des uns des autres. Et c'est ça ce que doit faire une présidence. Par exemple, dans certaines questions aujourd'hui, on me demande la position de l'Espagne. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la position nationale de l'Espagne, parce qu'en tant que présidence, je ne peux vous dire maintenant quelles sont les positions que la présidence va soutenir ou appuyer pour arriver à un accord. Alors, c'est important de parler de valeurs, évidemment.
Et dans ces valeurs, la transition écologique, c'est quelque chose de moral. C'est-à-dire, c'est pour l'avenir de notre continent, mais ça a des rapports avec tous les autres sujets des débats. C'est l'économie, c'est l'emploi, c'est les nouvelles technologies, l'innovation. Tout c'est lié à la transition écologique. Mais il y a aussi un moment, le moment venu, où la transition écologique, dans cette crise d'inflation, est soumise à un débat. Quelques entreprises, vous le savez bien, nous disent, est-ce que peut-être il faudrait attendre un peu dans les changements dans ces domaines, parce que c'est difficile à nous de continuer à faire ces dépenses et être compétitifs. C'est-à-dire qu'il y a un débat entre la compétitivité des entreprises et les besoins, la nécessité, l'urgence de faire la transition écologique. D'autre part, il y a aussi un débat, j'en parlerai après, entre la taxonomie énergétique de chaque État. Il y a un État, vous le connaissez bien, la France, qui a une taxonomie énergétique fondée sur le nucléaire. Mais en même temps, on a besoin, tout le long de l'Europe, de faire une transition écologique vers des économies plus vertes, des énergies plus vertes. Alors il y a là aussi un point de débat. Jusqu'à quelle mesure on peut maintenir la transition écologique telle qu'elle est et en même temps tenir compte des besoins, des caractéristiques énergétiques de chaque pays membre, chaque État membre. Ce sont les grandes lignes. Sur ce que vous me demandez, quels sont les points plus concrets par exemple, il y a toute la soutenabilité des transports, dans le secteur du transport. Il y a aussi la rationalité de l'usage des ressources énergétiques et ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Il y a les services, le secteur des services soutenables. Et aussi, et c'est ça le dernier point, c'est l'accessibilité, avoir l'accès universel à des énergies vertes. Ce sont des points dans un principe dans lesquels l'Espagne, en tant que nation, je peux vous le dire, joue un rôle essentiel. C'est pour nous essentiel de la transition écologique. Vous savez que c'est un des points forts du gouvernement espagnol. Et c'est un point fort aussi de n'importe quel gouvernement en Espagne parce que notre énergie renouvelable occupe un lieu essentiel dans notre taxonomie énergétique. Et alors, on veut faire ça. C'est important de ne pas décourager les autres pays qui sont en train de faire des dépenses, d'avoir des politiques dans cette ligne. On ne peut pas les décourager en disant, bon, comme il y a maintenant un moment politique spécial en Europe, la crise, l'inflation, on peut laisser de côté la transition écologique. À demain, on le fera mieux. Je crois qu'il faut trouver, et la présidence considère qu'il faut trouver un équilibre. C'est pourquoi nous parlons de réindustrialisation comme un objectif, renforcement comme un objectif et transition écologique comme un autre objectif essentiel. Troisième point, c'est l'électricité et l'inflation. Bon, c'est très difficile de parler sur le marché de l'électricité. C'est très technique. Et comme vous savez, on est arrivé à des accords, même sur cette position de la définition de la couleur des énergies, de l'origine de l'hydrogène, etc. Mais il reste encore un problème, vous l'avez dit aussi, Madame la députée, sur la fixation des prix, le minimum, le maximum, et la négociation, et les étapes de négociation et les délais temporaires de la négociation. Vous savez qu'il y a deux groupes de pays. En Europe, je ne veux pas dire de nom, des pays qui sont plutôt réservés sur certains points de ce qu'on appelle les contrats de différence, et d'autres pays qui sont plus durs dans ces négociations. Notre rôle en tant que président, c'est d'essayer de rapprocher les deux. Nous avons une position nationale, mais maintenant, cela n'a aucune importance. Je peux vous dire que nos autorités spécialistes sur ce domaine sont en train d'être en contact continuel avec les uns et les autres. On va essayer d'arriver à un accord sur le marché électrique. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un point que je puisse vous dire on va aboutir. On va faire tout de notre mieux. Peut-être il y a un conseil, le 17 octobre, il y a un conseil informel, un conseil des ministres très important. Et sinon, on devra même arriver jusqu'au bout, peut-être au Conseil européen, parce que c'est un sujet clé. Peut-être on ne pourra pas arriver à un accord complet dans tous les domaines. On devra laisser quelque chose pour la présidence suivante. Mais la présidence espagnole assume toute la responsabilité d'être le plus utile possible pour cet accord. Ce n'est pas facile, je le dis, c'est le dernier rapport que j'ai eu. Mais en même temps, il y a un besoin, une nécessité. On ne peut pas rester sans accord pour très longtemps. Et on doit trouver la manière d'offrir des garanties aux uns et aux autres, un certain terrain intermédiaire pour avancer. Et il y a aussi migration. C'est un autre sujet clé pour la négociation espagnole. C'est aussi un sujet dans lequel l'Espagne a une position. Nous sommes un pays d'entrée première, les premières entrées en Europe. Et alors, nous comprenons bien la situation de l'Italie, de la Grèce, des autres pays méditerranéens qui doivent faire face à des problèmes importants sur la frontière extérieure. Mais nous, l'Espagne, nous avons été toujours un pays de compromis et nous connaissons bien aussi les sensibilités des autres pays des deuxième arrivée. Et vous savez que dans tout le dossier de la migration, on a fait un grand travail. Et pendant la présidence française, on a fait 2 règlements. On a fixé les orientations générales du Conseil dans 2 règlements. Pendant la présidence suédoise, on a fait le règlement d'asile et le règlement des procédures d'asile à niveau Conseil. Et il reste à niveau de Conseil les derniers règlements, le règlement de gestion de crise, qui est un règlement vraiment difficile. En même temps, on doit négocier avec le Parlement européen tous les autres règlements, même ceux sur lesquels il y a eu un accord du Conseil et le règlement de crise sur lequel il reste encore cet accord. C'est ça le travail que nous avons devant nous. En même temps, il y a une pression politique. Ce qui est passé en Grèce, en Italie, c'est une pression politique très forte dans certains États membres. Alors c'est pourquoi, d'abord, on n'avait pas pensé avoir le sujet migration à Grenade. On avait parlé plutôt d'élargissement, du futur de l'Europe, etc., etc. Mais on a introduit l'immigration parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas avoir tous les chefs d'État et de gouvernement autour d'une table sans parler de ce sujet important. Il faut trouver un équilibre aussi là entre 2 principes, la responsabilité des États des frontières extérieures et la solidarité entre tous les États. Le droit de retour, etc., etc. Ce n'est pas facile. C'est un sujet aussi, vous, monsieur, madame les députés, que vous connaissez très bien, qui a une implication intérieure dans les territoires très forte, et même d'opinion publique dans tous nos pays. Alors, nous avons suivi les conséquences à Ceuta et on a dû faire quelques accords bilatéraux importants. C'est, je crois, la dimension intérieure, une dimension difficile à résoudre, mais on va aboutir. Et la présidence espagnole a assumé la responsabilité d'arriver à un pacte migratoire et d'asile en fin de présidence. Et je suis sûr que monsieur le président espagnol, n'importe qui soit à ce moment, va prendre ça comme une priorité absolue. Deuxièmement, il y a la dimension extérieure. On a fait ce mémorandum avec la Tunisie. On peut travailler dans cette ligne avec d'autres États. L'Espagne l'a fait avec les pays du Sahel, pays tiers, pays d'origine, les pays aussi de transit. Je crois que ça fait partie de la solution. Évidemment, dans les journaux, les problèmes, c'est toujours l'arrivée, la mort, la situation pénible des immigrants qui arrivent dans les côtes italiennes, Lampedusa, etc. Mais on doit faire aussi un travail au préalable, les pays d'origine et de transit. Et c'est là il y a aussi un lien avec la situation dans ces pays. Vous m'avez demandé aussi la situation au Sahel, les coups d'État, la Burkina Faso, tout ça. Tout ça fait partie d'un problème stratégique, géostratégique très, très important.
Et il y a aussi le sujet des médicaments. Bon, après la pandémie, l'Espagne a considéré essentiel de mettre la santé comme un point définitif dans ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique n'est pas seulement la sécurité, n'est pas seulement la coopération commerciale et industrielle, c'est aussi la santé. On a vu pendant la pandémie que l'Europe a dû faire vite pour trouver la manière de se garantir les approvisionnements, etc., de certains médicaments, vaccins, etc., certains utiles. Alors, on ne peut pas attendre une nouvelle crise. On doit créer les fondements, les cadres juridiques et même les institutions utiles pour avoir tous ces médicaments, ces molécules, tout ça à disposition au niveau européen. On a travaillé très bien pendant la pandémie. Je crois que c'est un grand succès de l'Europe. Mais cela ne veut pas dire qu'on puisse revenir sur cette situation. On doit prendre conscience qu'on doit avancer dans cette ligne. C'est une priorité absolue pour la présidence espagnole. Et demain, à Grenade, il y a une table ronde. Et dans la proposition que présente l'Espagne, le document que présente l'Espagne, il y a un grand dossier de santé. Et il me reste Mercosur. Bon, monsieur le député n'est pas là, mais je peux répondre à tous. Je comprends bien cette sensibilité. Écoutez, nous sommes un pays agricole, l'Espagne, et nos agriculteurs sont les premiers à nous dire qu'il ne peut pas avoir double standard dans la réception des produits agricoles de l'Amérique latine, double standard sur la transition écologique, la biodiversité, etc., l'accord de Paris, le climat. Et nous sommes complètement d'accord avec ça. Nous ne voulons pas laisser de côté ça, faire un accord à n'importe quel prix. Et c'est pourquoi nous attendons la négociation, parce que c'est la politique commerciale, c'est une négociation de la Commission. Nous attendons les résultats de la négociation que maintenant a lieu à Brasilia entre la Commission et les pays Mercosur, les représentants Mercosur. On attend à voir quelles mesures le pays Mercosur nous propose. Je sais bien que M. Lula, le président brésilien, a aussi quelques positions, même contraires à la ratification de l'accord initial. Alors on doit attendre, on doit voir ce qui nous vient de l'autre côté. Mais ce que je voulais mettre sur la table comme un principe important, c'est qu'on ne peut pas oublier la dimension géopolitique de cet accord. Dans un monde où nous devons avoir des rapports préférentiels avec les pays avec lesquels nous partageons des valeurs, des intérêts, même un système originaire démocratique avec des différences, on ne peut pas laisser la négociation traîner. C'est ça. On ne peut pas dire, bon, ce n'est pas une priorité, bon, c'est la présidence espagnole qui essaie de faire vite, mais on va attendre, ce n'est pas un sujet essentiel pour l'opinion publique en France, par exemple, ou dans d'autres pays européens, on peut laisser ça pour la prochaine présidence ou dans une année, 2 années. Je crois que c'était une erreur de perspective. Vous savez bien que les choses vont très vite aujourd'hui sur le plan géopolitique. Vous savez qu'il y a d'autres acteurs avec moins de soucis pour la biodiversité ou pour d'autres éléments. Et ces acteurs trouvent des positions commerciales très importantes en Amérique latine, de petit à petit, ou même avec des investissements importants. Alors je crois qu'il faut faire quelque chose pour garantir en même temps. On parle toujours d'équilibre, mais c'est le mot essentiel, je crois, pour notre présidence et pour l'avenir de l'Europe. L'Europe doit être efficace pour être capable d'aboutir à un accord qui puisse être accepté pour nos agriculteurs, un accord qui puisse être accepté pour nos leaders politiques qui puissent avoir le courage d'aller le présenter devant l'opinion publique et en même temps de faire vite pour que cela ne représente pas une perte d'influence et de marché et d'interactions avec des pays amis comme ceux de l'Amérique latine. C'est ça le Mercosur. Ce n'est pas une question de nous voulons le Mercosur et laisser de côté les garanties biodiversitaires, etc. pour nos agriculteurs. Pas du tout. Oui.
Et en parlant d'agriculture, j'ai laissé le point d'agriculture parce que je voyais déjà que les gens, et monsieur le député, pensaient que c'était un peu long et je ne voulais pas vous fatiguer avec la dimension de l'agriculture. Mais sur l'agriculture, évidemment, la présidence a des objectifs très importants. Travailler sur l'autonomie stratégique ouverte des systèmes agroalimentaires, et stimuler et promouvoir les technologies au sein du secteur agroalimentaire, garantir et améliorer la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité et la protection de l'environnement, souligner l'importance du milieu rural en tant que colonne vertébrale sociale, territoriale et économique de l'Union européenne, et l'importance de la politique agricole commune à ces buts, donner de la visibilité au monde rural, et en travaillant sur la vision à long terme des sols ruraux européennes lors de la conférence de haut niveau Shaping the Future of Rural Areas. Et cela comporte bien sûr toute lutte contre la compétence déloyale et la lutte pour les droits des agriculteurs. Des agriculteurs européens, n'importe pas s'il s'agit des agriculteurs espagnols, français, italiens. Et évidemment, s'il y a une compétence déloyale, la présidence espagnole, comme présidence de principe, va évidemment lutter contre toute compétence déloyale. Je peux vous l'assurer, l'agriculture espagnole, l'agriculture d'autres pays n'est pas fondée sur ça. Elle est fondée sur le travail et l'effort des agriculteurs, sur l'innovation, sur des dépenses parfois difficiles à gérer, sur cette transition écologique que pour les agriculteurs devient, et vous le savez bien, en France aussi, très difficile à introduire. Pour la compétence que nous avons aussi d'autres pays, des pays tiers du Sud, qui peuvent avoir des prix plus compétentiels. Et je vous assure qu'il n'y a pas un intérêt politique pour l'Espagne de laisser passer, de faire passer n'importe quelle compétence déloyale à niveau européen. Et si cela c'est le cas, évidemment, on va lutter contre ça. On est ouvert à toute critique, évidemment, dans toute négociation bilatérale. Et nos ministres parlent souvent, très souvent. La coopération entre la France et l'Espagne dans le domaine agricole est magnifique. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe. L'Espagne et la France avaient beaucoup plus d'intérêts partagés dans le secteur agricole. Ce sont des agricultures complémentaires. Et surtout, nous croyons beaucoup à la PAC, à l'avenir de la PAC et à la réforme de la PAC. Et c'est sur ça que notre présidence, avec la France, avec d'autres pays amis, va travailler. Je ne sais pas s'il reste encore... Et vous avez parlé des rapports, M. Vogetta, entre la France et l'Espagne. Gracias por sus palabras en espagnol. Je me sens toujours très bien ici en France. J'aime toujours dire que les rapports entre la France et l'Espagne, ce sont des rapports qui vont au-delà des rapports de voisinage. Ce sont des rapports de communauté. Même au-delà des rapports des pays amis ou des pays qui partagent la volonté de créer une Europe plus forte, plus moderne, plus juste. Cette idée de communauté, c'est marqué par les 300 000 Espagnols les plus qui viennent en France, qui habitent en France et qui viennent en France à étudier, à travailler dans les entreprises françaises. Et les étudiants aussi qui vont en Espagne, vous savez, le nombre d'étudiants est très croissant, très important de nos universités, le tourisme, la présence culturelle dans les deux pays. Et en même temps, il y a un partage très essentiel sur l'Europe. Il n'y a pas de débat en Espagne sur l'Europe. On peut parler de la crise de 2008. Il y a eu une critique féroce contre l'austérité prônée par l'Europe à ce moment-là, mais pas contre l'idée de l'Europe, contre l'idée d'être plus fort comme une Union européenne avec un rôle géopolitique important, avec des valeurs, etc. Et la France et l'Espagne se trouveront toujours dans cet effort, comme le traité de Barcelone l'a très bien montré. Il y a aussi des sujets entre nos deux pays, évidemment, des différences. En énergie, il y a des petites différences, on va les surmonter. On a créé cette interconnexion sous la mer Méditerranéenne pour l'hydrogène. Ça n'a été pas facile, mais les deux présidents ont parlé et finalement on a réussi à trouver ça et on commence à faire les études pour voir la viabilité et la façon de faire la trajectoire de la interconnexion.
il y a 2 jours que les travaux pour l'interconnexion au golfe de Biscaye ont commencé. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle après 8 ans des négociations, d'études. Finalement, on est arrivé à un accord pour un petit problème économique et finalement, l'interconnexion est en marche, les travaux. On attend bien que pour 2027, il y aura là une première interconnexion électrique. Ce n'est pas beaucoup, il reste beaucoup à faire. Il y a les interconnexions électriques par les Pyrénées. Je comprends qu'il y a des sujets de l'environnement, il y aura des critiques, il faudra surmonter ces positions, mais il y a surtout un besoin. On ne peut pas considérer l'Europe de l'énergie, l'Europe électrique, l'Europe moderne sans une interconnexion entre l'Espagne, le Portugal et le reste de l'Europe. C'est comme ça. Et ça serait dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Allemagne, de tous les grands pays. Et c'est évident. Il faut simplement trouver la meilleure façon de le faire et on travaille pour ça. Et l'élargissement. Un autre grand sujet, et évidemment, on va parler de ça. On a commencé la réunion des groupes du Conseil d'affaires générales, et surtout parce qu'on ne peut pas dire simplement on va faire l'élargissement comme un signal politique, sans tirer des leçons de cet élargissement qu'on a fait avant. Et la leçon la plus importante, c'est qu'on doit travailler ensemble, on doit travailler dans les lignes de l'élargissement, mais en même temps, on doit préparer l'Union européenne pour la capacité d'absorption de cet élargissement. L'élargissement ne peut pas ralentir l'avenir de l'Europe en tant que tel. Et en même temps, pour les pays qui attendent l'élargissement, on ne peut pas faire passer un message de dire l'élargissement c'est quelque chose de politique sans un travail au préalable dans le dossier technique. Ça n'irait pas, ça n'est pas vrai. Nous sommes dans une situation un peu marquée par la situation de l'Ukraine et de la Moldavie. Évidemment, le politique prend le devant de la scène sur ces dossiers. Et pendant notre présidence, j'espère bien qu'après le rapport de la Commission, on pourra dire qu'on peut commencer les négociations avec l'Ukraine, la Moldavie. Cela ne veut pas dire que le processus soit un processus tout à fait facile à gérer. Bien sûr, bien au contraire, il y a un pays qui est en guerre. C'est difficile de négocier l'acquis communautaire avec un pays qui a d'autres priorités, bien sûr, dans ce moment-là, et qui ne peut pas gérer une négociation technique. D'autre part, vous avez mentionné les Balkans occidentaux. Nous ne pouvons pas laisser de côté les Balkans. Tous ces pays qui sont déjà des pays candidats, qui attendaient de l'Europe aussi un processus plus fluide que celui qui a été finalement mis en place. Nous sommes très sensibles à ça et j'espère bien que pendant notre présidence, il y aura une réunion sur les Balkans. Je ne peux pas vous assurer rien parce que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas encore pris une décision politique, mais la sensibilité est là. C'est-à-dire, on va essayer de faire, nous tous en Europe, ce n'est pas une position de la présidence, c'est la position de tous les États membres, je comprends. Donner les signaux politiques nécessaires, mais en même temps, faire de notre mieux pour que l'élargissement ne mise pas en question les avancées nécessaires de l'Europe dans le secteur dont on vient de parler. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour le moment que vous nous avez consacré. Et puis vous avez bien voulu vous prêter au jeu des questions-réponses avec les députés. Je sais que c'est jamais facile pour un ambassadeur, mais vous l'avez fait et je voulais vous remercier pour cela. On souhaite évidemment beaucoup de succès à la présidence espagnole. Vous aurez 48 heures demain et après-demain qui sont extrêmement importantes pour de nombreux dossiers, dont la question migratoire, parce qu'un accord vient d'être trouvé manifestement qui ouvre la voie peut-être à la conclusion du pacte asile et immigration. Donc c'est évidemment 2 jours devant nous qui sont importants pour l'Europe et pour votre présidence. Donc merci beaucoup pour cela. Et quant à nous, chers collègues, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'examen de 2 rapports d'information, l'un sur la sécurité énergétique
et la réforme du marché de l'énergie, et l'autre sur la révision des règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. Oui, bien sûr.